Bonsoir, nous sommes toujours le mardi 23 septembre, il est près de 2 heures du matin et il s'agit du troisième volet d'une série d'interventions que je vous propose sur des sujets particulièrement complexes. J'ai parlé dans une première vidéo de l'instrumentalisation, dans une deuxième vidéo de la façon dont tout pouvait, des rapports entre notre perception du passé et notre appréhension du présent, et comment le passé, nous pouvons le décrypter par le fait du présent. Et là, je vais vous parler du rapport entre signifié et signifiant. Parce que tout simplement, j'étais à un café philo tout à l'heure euh, avec un certain Maxime et une certaine Patricia, entre autres, et que cette question du signifiant et du signifié est apparue. Et au niveau notamment de la question de la morphosémantique, puisque Maxime est un grand amateur d'étymologie. Alors, je crois que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ces notions de signifiant et signifié en réalité. D'ailleurs, c'est un peu un casse-tête quand on y réfléchit. Il y a beaucoup de pièges sur ce sujet, beaucoup de pièges. Est-ce que le signifiant est oral ou écrit, par exemple? Est-ce que le signifiant est déjà porteur en lui-même d'une signification? On retombe dans la question de l'instrumentalisation sur certains points de vue. Le signifiant est instrumentalisé pour qu'on lui fasse dire des choses, et ces choses qu'on lui fait dire, c'est le signifié. Mais en même temps, il a quand même une certaine existence par lui-même, comme tout facteur instrumentalisé, et donc tout un facteur instrumentalisé existe par lui-même. Il a une visibilité, il est perceptible. Mais entre le fait qu'il soit perceptible, compréhensible même, et ce qu'on lui attribue, ce qu'on lui associe, il y a un fossé parfois. C'est de ça dont il s'agit. Donc, il y a un minimum existentiel qui est nécessaire à toute forme d'instrumentalisation. Il faut qu'il existe sensoriellement, qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse le voir, qu'on puisse le goûter, enfin n'importe quoi. Il faut qu'on puisse le capter. Donc en le captant, vous allez me dire, oui, mais alors si je le capte, je sais ce qu'il est. Non, vous ne savez pas ce qu'il est. Vous le captez, vous le percevez sous un certain angle, mais l'angle sous lequel vous le captez est peut-être totalement insignifiant, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire qu'il n'est pas. C'est-à-dire que d'un point de vue scientifique, puisque j'ai tout à l'heure dit que les sciences étaient du côté du signifiant, d'un point de vue scientifique, ce que j'attribue au signifiant est très éloigné de ce qu'il est par lui-même. Très appauvrissant et très partiel. Et justement, le danger, et là ça nous ramène aussi à l'astrologie, le danger, c'est de vouloir que le signifiant dont je me suis servi, je n'ai plus le droit de l'utiliser comme je m'en suis servi, mais je dois l'utiliser tel qu'il est intrinsèquement, en soi. Vous vous rendez compte de cette idée? Prenons le cas des femmes. Admettons qu'effectivement, les sociétés aient instrumentalisé les femmes et leur aient conféré des fonctions de façon totalement arbitraire, mais
qui étaient à leur portée, parce qu'on ne peut pas demander au signifiant quelque chose qu'il ne peut pas faire. Mais on peut lui demander des choses qu'il peut faire, mais qui ne sont pas exhaustives, loin de là, de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il aurait pu faire. Donc c'est appauvrissant. Toute forme d'instrumentalisation est appauvrissante. Le signifié est quelque part appauvrissant par rapport au signifiant. Et en même temps, on va dire non, puisqu'il lui permet d'exister à ce signifiant. Oui, mais ce signifiant, il a des potentialités, et le signifié, c'est un passage à l'acte qui fait que parmi toutes ces potentialités, seulement certaines vont être activées. En tout cas, par rapport au récepteur, par rapport à l'utilisateur. On va savoir ce qui a été activé par d'autres récepteurs, d'autres utilisateurs, bon, c'est un problème. On ne peut même pas connaître exactement l'existence. Si je m'intéresse à un objet, je ne peux pas savoir si d'autres personnes ne s'intéressent pas à cet objet, surtout si c'est un astre. Je prends par exemple l'étoile fixe Aldébaran. Moi, je m'intéresse à cette étoile fixe Aldébaran. Peut-être qu'une autre humanité ou un autre mode de fonctionnement, dans un autre endroit du monde, s'intéresse aussi à Aldébaran et lui accorde des significations et des applications totalement différentes. Puisque Aldébaran, c'est quand même pas une planète, donc on peut imaginer qu'elle soit perçue par d'autres systèmes extrêmement éloignés du nôtre. Revenons à la dialectique du signifiant et du signifié. En bonne logique, c'est assez compliqué, donc je prends le temps de m'expliquer. En bonne logique, le signifiant pourrait être décrit comme étant neutre, c'est-à-dire comme pouvant décrire n'importe quoi, donc pouvant signifier n'importe quoi, et donc pouvant signifier quelque chose. Ce n'est pas rien, n'importe quoi. Et c'est là qu'on parle du signifié et non plus du signifiant. Le signifié, c'est un signifiant qui est passé à l'acte. Mais qui est passé à l'acte avec tout ce que ça peut avoir de réducteur pour ses potentialités non appliquées. C'est un peu comme le problème des spermatozoïdes, dont seulement quelques-uns sont activés, si on peut dire, sont exploités. Mais en même temps, et c'était aussi l'objet du débat, la morphosémantique et l'étymologie, qu'est-ce que c'est que le mot étymologie? L'étymologie, ça veut dire l'étude de la vérité en grec. Bon, ça va loin. Donc l'étymologie est complètement opposée à la thèse de Saussure. L'étymologie considère que le signifiant est également signifié. C'est-à-dire qu'il y a du signifié dans le signifiant. Et donc que j'ai le droit de prendre un mot et de le relier à d'autres mots dont il serait extrait, dont il serait issu. Le rôle de la morphosémantique, c'est de réfléchir sur le sens des rapprochements qu'on peut faire au nom de la forme, au nom de la morpho. Sans passer par le signifié. C'est-à-dire sans passer par le discours, le commentaire sur ce qu'il faut savoir du signifiant, sur ce que le signifiant a fini par pouvoir signifier, sans donc entrer dans l'historicité de ce qui est advenu, de ce qui a été projeté sur le signifiant. Donc, ce que j'appelle la linguistique du signifiant, qui rejette la théorie de la dialectique signifié-signifiant, ou du moins qui la marginalise, parce que ça existe, puisqu'il y a des faits, il y a un phénomène qui existe. Bon, on sait qu'il y a eu des choses comme ça. On sait qu'il y a eu du signifié plaqué, projeté sur le signifiant. Mais
pas obligé de lui accorder une importance majeure et centrale. Il semble qu'il y ait une autre voie qui consiste à dire que le langage lui-même s'est constitué, notamment par la préfixation, par les conjugaisons, par les déclinaisons, par les suffixations, de réseaux de mots qui sont très proches au niveau de leur forme. Tous les mots appartenant au même réseau ont un air de famille, en quelque sorte. Ils ont un même radical. Mais ils peuvent effectivement varier par des préfixes, par des suffixes. Que ce soit pour des déclinaisons, des conjugaisons, des façons de... Et aussi, tout simplement, par des substantifs, par des volontés de faire varier le radical en utilisant des prépositions qui deviennent des préfixes. J'en ai parlé dans d'autres travaux. Donc là, nous avons un champ sémantique qui est sous-tendu par une similitude du signifiant. Alors, c'est relativement facile. Vous demandez à quelqu'un de lui donner des 10 000 mots et vous lui dites prenez dans ces 10 000 mots tous les mots qui se ressemblent. Et regroupez ces 10 000 mots en termes de ressemblance. Constituez par exemple 100 groupes constitués de mots qui ont des airs de famille. Et dans ces 10 000 mots, il y aura bien entendu des verbes conjugués à différents temps, à différentes personnes, etc. Donc ça sera... Voilà. Ça, c'est un exercice qu'on peut demander à quelqu'un, c'est pas difficile. Même un étranger, même quelqu'un qui ne connaît pas la langue. Il dit simplement, voilà, veuillez classer les mots, qui connaît l'alphabet évidemment, dans un alphabet qui comprend. Veuillez classer les mots par similitude, par ressemblance. Les signifiants. Alors, il y a des faux amis, si on peut dire. Hein. Par exemple, classer les mots par le fait qu'ils ont le même suffixe. Par exemple, je ne sais pas moi, des mots comme piscine, comme cuisine, comme... enfin, je veux dire, moi, je me suis amusé à faire ça dans un travail. Qu'est-ce que ça veut dire de rassembler des mots qui riment, qui ont les mêmes rimes, terminent en IN ou en ON, enfin, ou en ET, enfin peu importe. Comme des mots en nation, en sion. Mais, bon, admettons qu'on puisse le faire aussi et que ça présente un quelconque intérêt de le faire aussi. Ce qui n'est pas certain. Ce qui est certain au niveau de l'emprunt linguistique, effectivement, je l'ai montré, qui fait que quand on emprunte à une langue, on parle quand même le mot en ING, eh bien, si on a plusieurs mots en ING en français, on peut en rajouter encore. Donc effectivement, c'est une forme suffixale qui va avoir une certaine fortune. Enfin, laissons de côté cette question particulière. Nous avons donc constitué une centaine de réseaux, par exemple. Je prends un exemple d'un chiffre totalement arbitraire. Une centaine de réseaux comportant chacun une centaine de mots se ressemblant. Et nous avons laissé de côté, donc il y aura à côté, je ne sais pas, 30% ou 40% de mots qu'on n'aura pas pris parce qu'ils ne forment pas ce genre de réseau. Ils n'appartiennent pas à ce genre de réseau, ce sont des mots orphelins, des mots isolés. Des mots qui n'ont pas produit de dérivation, qui n'ont pas fait l'objet de dérivation. Ou très peu. Pensez par exemple à des noms de villes, Paris, Parisien, bon, Moscou, Moscovite, bon, on va très loin.
Donc les faibles dérivations nous intéresseront peu et seront, à mon avis, périphériques par rapport à la structure même de la langue, même s'il y a certaines règles aussi qui s'impliquent. Alors comment peut-on, à ce moment-là, à partir de ces différents réseaux, différentes familles, comment peut-on passer du signifiant au signifié sans qu'on nous projette quelque chose qui nous dit, voilà, sachez que ce mot-là veut dire ceci, ce mot-là veut dire cela. Eh bien, la solution, je vous rappelle que j'ai une grand-mère qui est décédée en 1957, qui est morte en laissant un manuscrit posthume qui s'appelle une méthode d'orthographe, et qui nous expliquait, effectivement, elle s'appelait d'ailleurs Claude Jonquière de son nom de plume, qui nous expliquait qu'il fallait rapprocher, il ne fallait pas laisser les mots isolément, il fallait les rapprocher. Un exemple idiot, le mot doigt doit être rapproché de digital, par exemple. Le mot forêt doit être rapproché de déforestation. Ça permet de. Voilà, enfin, voilà, il faut classer comme ça, il faut relier les mots entre eux et pas les isoler. Maintenant, comment est-ce que je peux, face à un groupe par exemple d'une centaine de mots, comment est-ce que je peux déterminer la signification propre à chacun de ces mots de ce même réseau? C'est ça la question qui se pose. Eh bien, ça se fera. Alors, il y a deux solutions. Mais enfin, de toute façon, bon, il y a deux solutions. Soit on va par exemple avoir des conjugaisons, bon, on va pouvoir dire, bon voilà, tel final, c'est la première personne du singulier ou du pluriel, tel final, c'est la marque du futur ou du passé, etc. Ça, c'est clair. On peut arriver dans le contexte à s'apercevoir que tel pronom personnel est utilisé par rapport à tel autre verbe, etc. Enfin, on peut faire des recoupements successifs qui ne vont pas très loin, qui ne sont pas très compliqués, avec, je dirais, en quelque sorte, quelques règles de base. Hein. Un préfixe veut dire ceci, un suffixe veut dire cela. Donc on va un peu tricher, on va dire, voilà, on vous donne quelques petits principes de marqueurs, de temps, de lieu, de sexe, de genre, avec quelques significations pour les préfixes, et puis débrouillez-vous avec ça. Ça, c'est une possibilité raisonnable. Tous les verbes commençant par COM veulent dire plus ou moins ça, ou en RE, ça veut dire plus ou moins ça, ou en DE, ça veut dire plus ou moins ça. Bon, tout ça aussi, c'est des phénomènes de préfixes. Et puis, en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la démarche distributive, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, si vous voyez le même mot utilisé dans différents contextes, vous allez essayer de voir si vous arrivez à comprendre quelle est la spécificité de ce mot dans ces différents contextes. La récurrence du mot, d'apparition de ce mot dans différents contextes, peut-elle vous aider à vous faire une certaine idée du mot en question? C'est cette gymnastique-là qui permet justement au locuteur, sans avoir l'aide d'un commentaire off, d'appréhender une certaine signification du mot, du signifiant. Ça ne veut pas dire du tout que le signifiant lui-même n'est pas une instrumentalisation, bien évidemment, de la matière sonore. On peut aussi remonter en amont. Hein. Bon, il y a toujours le problème de la poule et de l'œuf. Mais si on admet malgré tout que le signifiant, il est posé, c'est-à-dire qu'il est instauré, je n'ai pas besoin, dans une langue qui est correctement préservée, qui a maintenu sa transparence structurelle,
Je n'ai pas besoin absolument de le moindre commentaire. Donc la personne qui rentre dans cette langue peut, par son intelligence même, par ses recoupements, par l'observation qu'elle fait de l'usage de ces mots, comprendre petit à petit ce que signifient ces signifiants, sans qu'elle passe par un phénomène extrêmement aléatoire du signifié, dont on vous dit par exemple, j'ai une certaine dent contre la notion de synonymie, n'est-ce pas? On vous dit par exemple que deux mots qui n'ont absolument pas la même forme veulent dire la même chose. Ça, c'est vraiment le comble du signifié. Le signifié qui va s'imposer à des mots totalement différents, à des signifiants totalement différents, comme les contrôlant tous en tant que tels, dans une même signification, alors qu'ils ont une forme tout à fait différente. Et je terminerai en disant que là, on a une dimension perverse, qui consiste à dire ce que vous voyez comme étant différent ne l'est pas. Vous voyez une femme et un homme, ça n'a pas d'importance. Vous voyez un homme âgé et un homme jeune, ça n'a pas d'importance. Vous voyez un homme de telle couleur et de telle autre couleur, ça n'a pas d'importance. Donc on arrive avec le signifié à aller jusqu'au point de contester la perception sensorielle que nous avons des choses pour faire écran à cette perception et pour nous imposer une lecture, une perception qui est totalement artificielle.